And now it's a real pleasure for me to... Alors maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter le docteur Axel Russ de la clinique catholique de Koblenz en Allemagne qui va nous faire une présentation également sur l'arthroplastie. Patient atteint d'un syndrome post-polio, un problème souvent mal compris. That's your turn. Thank you. Dear Mr. Chairman. Monsieur le Président, David, Roger, j'aimerais vous remercier de votre invitation tout d'abord. Le français est très mauvais, so I have to change to English. Donc je repasse à l'anglais. Ainsi, on m'a demandé de présenter notre technique que nous effectuons à Koblenz, oui. Donc, je suis directeur du département polio en matière de prothèses, mais également en chirurgie de la moelle épinière, et je m'occupe des patients vraiment polio, mais on a une équipe multidisciplinaire. Par ailleurs, on s'occupe des problèmes de hanches qu'on voit souvent apparaître chez les patients atteints de polio. Donc, on m'a demandé de présenter ceci cet après-midi. Voilà, donc le bouton vert, c'est ça? Oui. Ouais, c'est très simple finalement. Alors, cette année, comme les autres années, nous avons environ 60 000 patients polio entre 16 et 86 ans. Il n'y a aucune raison qu'ils ne décèdent de la polio. Nous connaissons des problèmes pour eux. Ce sont des problèmes pour s'asseoir, pour respirer, pour marcher, pour dormir, parfois pour courir, avec des douleurs, des pertes de fonction musculaire et souvent la conséquence de chute, mais également d'articulations trop utilisées. Alors, ça n'a rien de nouveau, évidemment, pour les patients atteints de la polio. C'est quelque chose qui avait déjà été mentionné en 2005, mais nous avons pu mettre en place un guide lors d'un congrès en 2010. Nous avons pu expliquer ce que nous réalisons lors de nos examens avant la chirurgie totale de la hanche et ce que nous réalisons après en matière de revalidation. Ainsi, nous avons pu proposer une étude de cas en suivant des principes. Je pense que cela fait 3000 ans. Regardez ici, on peut le voir ici sur cette rune égyptienne, mais c'est également sur des différentes... ça fait partie de l'histoire. Vraiment, on a pu voir des luxations de la hanche. Mais bref, quoi qu'il en soit, il faut vraiment planifier l'opération à l'avance avec un OMG, un IRM et un scan. Et évidemment, il faut planifier pour tout ce qui est revalidation après. C'est obligatoire. Alors, la polio, on dit toujours, la polio, c'est un problème. Et c'est un message qu'on entend souvent. Mais en général, ce n'est pas la jambe qui est touchée, c'est plus la hanche, à cause de l'arthrose. Mais ici, vous voyez que c'est sur le membre le plus touché qu'on doit effectuer l'opération. Et donc, on se pose des questions. Comment fait-on la revalidation? Parce que, par exemple, utiliser des poids, ce n'est pas possible après l'opération. Donc, il faut planifier la revalidation à l'avance. Et pour ce faire, nous avons un outil. Et France Nollet nous l'a montré en 2011 à Amsterdam. Donc, on a des méthodes pour mesurer la force musculaire. C'est tout à fait nécessaire avant toute opération afin de connaître la faiblesse réelle du membre pour savoir ce qu'on doit faire après l'opération. Est-ce nécessaire de mener une opération? Et deuxièmement, est-ce un problème pour la revalidation? Alors, la recommandation et les conclusions de l'équipe de France, plutôt, c'était de nous dire, voilà, il y a une
technique qui peut se faire sans instrument, en examen clinique de base, mais il voulait également créer un outil objectif pour mesurer l'énergie cinétique avec une mesure de force et de faiblesse cinétique. Donc vous pouvez voir ici les courbes cinétiques. Et de cette manière, on peut définir ce qui se déroule au sein du membre touché lorsque nous effectuons une chirurgie totale de hanche, une prothèse totale de hanche. Et vous pouvez voir ce qu'il se passe avec le genou et la hanche. Vous pouvez voir l'extension, la flexion. Et si on effectue une chirurgie, vous voyez ce qu'il va se passer au niveau des muscles. Est-ce que ces muscles vont être dans une situation aggravée ou rien ne se passera-t-il? Donc, au début, on a les performances dans le muscle, dans les mesures musculaires au début. Et on voit que finalement, il y avait plus de faiblesse que ce qu'on ne pensait. Et puis, après, on a effectué des imageries médicales, des radios donc, et on a vu qu'il y avait vraiment des obstacles en matière de prothèse totale de hanche. Vous pouvez voir à gauche, en haut, nous voyons une interface métal-métal qui n'a pas été utilisée évidemment puisque nous avons peur de métallose. Et à droite, c'est l'avenir, et à gauche, on voit qu'il y a une luxation. C'est un cas qu'on a pu observer 2 fois. Et après cela, on peut créer une nouvelle hanche pour le patient. Et 7 ans plus tard, voici le résultat. Le patient est toujours mobile, il peut marcher. Donc, il peut utiliser sa prothèse de hanche. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les muscles qui sont touchés. Par exemple, quand on regarde à l'IRM ces muscles, on voit les muscles les plus affectés. On se rend compte qu'il y a une atrophie du muscle pelvien, pardon, et également du fessier. Donc, il y a plus de problèmes à l'avant de la hanche et dans les muscles qui permettent l'extension du genou. Et à ce moment-là, il faudra avoir une autre approche. This has been done before. Mais ça, c'est quelque chose qu'on effectue avant toute chirurgie pour éviter plutôt des répercussions de l'opération. Alors, il y a plusieurs approches. On peut avoir une approche latérale qui peut être positive pour ce type de patient. Si ces muscles ne sont pas touchés, cette approche peut être plus efficace, mais il faut le savoir à l'avance. Donc, il faut connaître l'état musculaire avant. C'est également une discussion qui se tient pour le moment. On essaye toujours d'avoir une approche la moins invasive possible, mais parfois, ce n'est pas la meilleure par rapport aux muscles qui sont les plus touchés. En général, il faut prendre l'approche qui est liée aux muscles les plus faibles, des muscles qui ne seront plus utilisés après une telle opération. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser une telle approche pour la revalidation post-opératoire. Ainsi, nous devons effectuer un implant pour s'assurer qu'il n'y a plus de luxation à cause des faiblesses des muscles qui entourent la hanche. Alors, ici, on peut voir une IRM plutôt, avant la chirurgie et la prothèse. Et ça, c'est notre message vraiment pour notre patient. Si c'est effectué, on peut s'assurer que notre approche est la bonne. Ici, vous pouvez voir un cas très complexe que vous avez vu également dans la présentation du docteur Fabien. C'est ce qu'on faisait par le passé. On faisait une planification grâce à des radios. Donc, parfois, il faut faire une ostéotomie
Et ça, c'est le nombre de patients qu'on a pu recevoir depuis 2016. Et je suis maintenant à la tête du département polio depuis 2008. Et nous observons ces 5 dernières années. Et ces données vont de 2000... Pardon, sont sur 22 patients sur les 28 qui ont été acceptés. Et nous avons eu au total 57 patients en 7 ans, avec des patients qui ont subi une prothèse de hanche. On a pu discuter avec 22 d'entre eux, et voici les résultats. Vous connaissez certainement le score Harris-Hip, mais ce score demande des exercices que les patients atteints de polio ne peuvent pas réaliser. Donc, il faut l'adapter parce que sinon, le score est diminué. Donc, on ne l'utilise que pour la vie quotidienne et les douleurs. Et lorsque nous observons les résultats, on trouve une ligne rouge ici. Et tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne rouge, c'est la différence pour nos patients. Donc, ce sont des résultats excellents uniquement dans un cas. Dans un cas, on a également un bon résultat. Mais on prend donc le score Harris SPP qui est... mais bon, le résultat général est plus ou moins bon. Donc, je peux vous dire que cela représente 7 patients qui avaient des mauvais résultats. Alors, il faut y réfléchir, évidemment. Quel est le problème? Oui, bien sûr, nous avons ce score Harris qui mesure la distance de marche. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est dans le cas d'un patient SPP, il peut être très content de sa prothèse sans pouvoir marcher pour autant. Alors, quelle est la raison? Est-ce que c'est à cause du syndrome post-polio ou est-ce que c'est à cause d'un manque de réaction, de revalidation des muscles ou est-ce le résultat du remplacement de la hanche? Donc là, vraiment, il y a une influence forte du syndrome post-polio dans les résultats de nos patients. Mais on se pose une question, peut-être que le résultat est bon finalement, même si le patient ne peut pas marcher, mais qu'il peut simplement se déplacer de sa chaise roulante à son lit et qu'il peut prendre sa douche. Mais pourtant, là, on ne mesure pas d'amélioration dans la distance parcourue à la marche, mais peut-être qu'il se lève plus simplement le matin sans douleur. Peut-être que cela lui permet de s'appuyer sur sa jambe affectée sans douleur. Donc, ce sont également des choses qui sont des belles indications des résultats pour le patient. From hip arthrosis now. Nous savons que les patients atteints de polio sont touchés par l'arthrose de hanche aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, il y a 60 000 patients en vie atteints de polio en Allemagne et 5% d'entre eux ont été traités. Donc, ils sont plus touchés. Et il n'y a pas d'études systématiques des prothèses totales de hanche associées à la polio. Je pense que ça, c'est vraiment le problème. Personne ne sait avec certitude qui effectue la chirurgie, que ce soit Dr Fabien ou un autre. Est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats? Aura-t-on de bons résultats? Est-ce que cette personne va se retrouver en chaise roulante pour toute sa vie? Ou pourra-t-il utiliser simplement des béquilles pour se déplacer? Pour aller au marché, pour faire ses courses? Donc c'est un problème. Parce que nos collègues, en général, ne savent pas ce qu'est la polio, ce qu'est le syndrome post-polio. La polio, c'est quelque chose de terminé. Et beaucoup de nos collègues n'ont jamais vu de cas de polio. Donc, il faut se poser une question aujourd'hui. Est-ce nécessaire ou pas d'effectuer une prothèse totale de hanche? Et si nous le faisons, comment le fait-on? Et donc, c'est un réel problème aujourd'hui d'avoir des informations, des études sur lesquelles se baser. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et je pense que nos résultats nous montrent que les prothèses totales de hanche sont un succès. Si vous avez des douleurs, si vous connaissez des douleurs tous les jours, cette décision doit être prise.
Et il faut que vous soyez certain d'avoir un médecin qui s'y connaît en syndrome post-polio. Et pour que ce soit le cas, alors, si c'est le cas, je vous conseille de demander une opération de la hanche. Il faut effectuer des examens cliniques, un IRM, des radios particulières, mais également des mesures de la force musculaire. Et les approches chirurgicales déterminent peut-être les résultats cliniques. On ne le sait pas encore. Aucune étude n'a été effectuée en ce sujet-là. Peut-être qu'on a utilisé la mauvaise approche et que le muscle était trop fin à cet endroit-là. Par exemple, si on passe par l'avant de la hanche, et donc on passe par ce muscle et on pourrait avoir un résultat catastrophique pour le patient. Puisque finalement, il n'aura qu'une augmentation de la puissance musculaire sur l'avant et pas sur le côté. Donc, il faut faire attention, on ne sait pas encore. Par ailleurs, il faut une surveillance spéciale. Et en Allemagne, on en a besoin d'un registre. C'est ma conclusion, d'ailleurs. Ce qu'on sait, c'est que dans le registre international, il n'y a aucune question qui sont posées lors des prothèses totales de hanche pour savoir si ces personnes sont atteintes de maladies neuromusculaires. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait savoir et qui doit être ajouté dans les questionnaires parce que les chirurgiens doivent être au courant et doivent respecter le fait que ces personnes sont atteintes de polio ou d'un syndrome post-polio. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Là-bas au fond, tout droit, là-bas, à droite. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous. Bonjour, Dr. Reutz. Je représente l'Union de la polio européenne et nous avons d'ailleurs notre assemblée générale demain matin ici. Et nous comptons des représentants de 15 pays européens. Je viens du Royaume-Uni, donc nous ne sommes plus européens, malheureusement. Mais ça n'importe pas. La polio, c'est une maladie. Ce n'est pas une question politique. Quoi qu'il en soit, nous avons entendu de très belles discussions, on a vu des chiffres, des informations très intéressantes. Mais est-ce que ces informations vous arrivent à Coblence? Je sais qu'on vous a déjà vu plusieurs fois, qu'on vous a entendu parler, on a entendu d'autres professeurs. Mais j'ai cette question. Est-ce que ces informations sont nouvelles, novatrices? Sont-elles partagées? Comment les propagez-vous dans toute l'Europe? C'est une bonne question. Je pense qu'ici, c'est le type de plateforme dont nous avons besoin. Par ailleurs, nous vivons dans une époque de l'Internet. Et donc, il faut publier les informations. Oui, évidemment. Nous sommes une communauté et les docteurs doivent mettre en place une communauté qui s'occupera de ce domaine. Et ce n'est pas si facile à faire, que ce soit pour les prothèses de hanche, les prothèses de genoux, les chirurgies, les blessures de la moelle épinière. On doit tout combiner, on doit créer une communauté, je pense, et que la meilleure façon de le faire, c'est grâce à des associations de la polio, comme c'est le cas en Allemagne, où nous avons un conseil médical. Et donc, vous avez besoin d'experts dans chaque discipline de la médecine parce que le syndrome post-polio est quelque chose qu'on verra qu'il faut prendre en compte en cas de chirurgie et de prothèse de hanche ou de genou. J'avais une question. On m'entend? Oui. Sur les tests isocinétiques, donc là, ils étaient faits systématiquement, mais sur le genou, est-ce que vous faites des tests isocinétiques aussi sur fessier, fléchisseur de hanche et autres? The question is why do you make some isokinetic assessment of the knee and not about the hip because you are going to make a hip. Donc on se pose la question de savoir si vous faites également ces tests isocinétiques pour
les hanches. Alors, il faut savoir que le muscle qu'on étudie pour le genou est également un stabilisateur pour la hanche. Donc, si vous avez un quadriceps bien impliqué, bien puissant, eh bien, on peut le mesurer avec des tests isocinétiques, mais également grâce à un EMG. Et dans notre hôpital, en général, on a une approche où on coupe le muscle, qui est un muscle déjà en train de perdre des motoneurones. C'est assez nouveau comme approche. Parce que si vous coupez un muscle qui est impliqué dans dans un syndrome post-polio, eh bien, on se rend compte que l'état du muscle empire. Mais il n'y a aucune donnée là-dessus. On n'en sait rien du tout. Peut-être que c'est la meilleure approche que de passer par le latéral et éviter alors les extenseurs de la hanche. Mais si on passe par le côté latéral, alors on n'implique pas les fessiers. Bon, je suis désolé, c'est une question très technique ici. Je ne suis pas sûr que vous suivez. Quoi qu'il en soit, vous avez dit, par exemple, dans votre présentation que c'est souvent le membre fort que vous opérez. Donc moi, je vous pose cette question. Que faire lors d'une prothèse de hanche ou de genou? On ne peut pas avoir de mise en charge pendant 6 semaines, c'est cela? Mais alors que faire? Est-ce qu'on a une personne qui a des béquilles parce qu'il est paralysé en même temps? Comment fait-on? C'est une question de revalidation, là, oui. Est-ce que vous avez une prévention en mettant en place des orthèses avant la chirurgie? Oui, bien sûr, c'est quelque chose que nous allons présenter. C'est un débat sur lequel c'est un débat que nous avons tous, mais on est tous dans le même bateau. On travaille ensemble dans la même direction. C'est un peu la question qui vient. Donc, il y a l'avant-chirurgie. Donc, on a tous les 3 ans une étude sur les patients qu'on suit. Et donc, tous les 3 ans, on a cette étude. Et en plus, tous les ans, on peut revoir les patients avec une consultation. Et ceci se déroule à l'hôpital. Le patient reste pendant 1 semaine ou 2 à l'hôpital. Et on peut faire différents tests, différentes évaluations. Et lorsqu'il y a une opération prévue, il y a une formation avant. Comment utiliser les béquilles ou comment renforcer le membre opposé, comment marcher. C'est très différent de la revalidation des personnes normales. Oui, évidemment. Par ailleurs, on a appris qu'il est très important d'avoir des informations quant aux tissus ou aux muscles impliqués avant de décider de l'approche chirurgicale à adopter. Les résultats seront différents si on a une chirurgie très peu invasive. Ces patients pourront se lever très vite et après 5 jours, ils peuvent repartir de l'hôpital. Des avancées de la récupération rapide après chirurgie. On essaie vraiment de verticaliser le plus tôt possible, d'anesthésier aussi au maximum les articulations. Et ça, on bénéficie des enseignements qu'on a chez les patients tout venant. Et c'est justement le fait de voir nos patients arthrosiques remarcher vite qui nous fait bénéficier de ça aussi pour les patients polio. Voilà. Une question. Oui. Alors, ce n'était pas une question. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que disait notre collègue de l'association britannique. Une des questions qu'à Polio France, on a commencé à aborder, je crois que Robert n'est pas là, mais que je suis autorisée, je suis la secrétaire de l'association, à exprimer, c'est-à-dire qu'on se demandait si effectivement il n'y avait pas à réfléchir chacun dans nos associations et à l'EPU en général sur la constitution d'un comité médical scientifique européen où nos médecins de chaque pays puissent de temps en temps collaborer à un point de réflexion. Je crois qu'on en a parlé à un comité médical en France, Monsieur Genet. Vous étiez là, oui, je crois, ou pas là? Non, je crois qu'il y avait... Rarement là. Oui, il y avait Alain Lienic, je crois, on a commencé à l'aborder, ça c'est sûr. Donc ça fait partie peut-être des points qu'on pourra revoir demain. It's a very difficult question. Yeah, of course.
Ça semble être une question très difficile. Ouais. Yes, I'm also from the UK. Pareil, oui, bonjour, je suis également du Royaume-Uni. Vous avez parlé aujourd'hui des cas de chirurgie de hanche et vous avez dit qu'il faut un médecin qui connaît la polio. Le problème qu'on a, c'est que beaucoup de nos membres ne trouvent pas de médecins qui connaissent la polio. Est-ce que vous pensez que c'est mieux d'attendre ou est-ce qu'il est nécessaire de prendre la décision et d'effectuer la chirurgie? Alors, c'est une discussion que j'ai eue ce matin même avec un patient. Donc, que fait-on? On vit à l'époque de l'Internet, comme je vous l'ai dit. Par exemple, à Coblence, nous avons une ligne téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et des collègues peuvent répondre à tout autre collègue qui ne savent pas comment agir après un accident ou une fracture pour savoir s'il faut opérer, mettre un implant ou pas. Et à ce moment-là, peut-être qu'on peut avoir une connexion avec toutes les régions, avec toutes les villes, en France, en Allemagne. Et de cette manière, tout le monde obtiendrait les informations dont ils ont besoin, ou même rencontrer les personnes qui connaissent ces questions. Mais il n'y a pas de livre à ce sujet. Il n'y a pas de littérature quant au traitement des patients atteints de polio. Et c'est ça le vrai problème. Je pense que c'est quelque chose qu'on enseigne à Paris, mais pas en Allemagne en tout cas. Oui, c'est très difficile. Vous le savez, il ne s'agit pas que des survivants de la polio. On parle également des paralysies, des blessures au niveau de la moelle épinière et la gestion de toutes ces maladies qui font partie du même département, de la même organisation. Eh bien, on travaille avec tout notre réseau. Et de mon point de vue, c'est très difficile d'œuvrer à des comités des scientifiques si variés qui veulent mettre en place une approche de la poliomyélite. OK, je peux y aller. Mais si je dois le faire pour la polio, mais également pour la sclérose en plaques, pour une autre maladie, c'est compliqué. La façon de penser est plus ou moins la même. Il faut comprendre quelle est la déficience, quelle est l'évaluation commune de la situation. Et donc, je pense vraiment que le but, c'est de savoir comment on fait une examination homogène de la situation du patient. Et si on peut atteindre cet objectif, je pense qu'alors, on pourra discuter de comment s'organiser pour des populations spécifiques. On parle évidemment de la poliomyélite. Bien sûr, c'est le premier groupe sur lequel nous travaillons. Et pourquoi pas? Parce que c'est très intéressant. Mais je pense qu'on ne doit pas rester dans le monde uniquement de la polio. Il faut sortir un petit peu de ses limites parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine. On a une approche où on construit quelque chose de très compliqué qui n'est évidemment pas positif pour l'avenir. Je pense que tout d'abord, il faut réfléchir à notre examen du patient. Comment on évalue la situation? C'est très difficile à faire. C'est très difficile d'organiser notre façon de traiter si on n'est déjà pas organisé au point de l'évaluation de l'examen. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à développer ces années à venir, si vous voulez collaborer avec nous. Merci. J'ai une question. Nous avons maintenant de nouvelles alternatives pour le traitement de l'arthrose avec des radiofréquences sur les nerfs sensitifs ou des nerfs périarticulaires avec des stimulations nerveuses qui permet de libérer le patient de la douleur pendant quelques mois. Et donc, vous arrivez à marcher sur votre articulation arthrosée sans aucune douleur. C'est quelque chose de tout à fait novateur et je suis très heureux d'avoir notre anesthésiste avec nous aujourd'hui parce que c'est l'un de ceux qui a mis en place ce traitement spécifique. Et je pense que nous devons réfléchir à comment nous allons organiser tous ces traitements parce que si cela fonctionne, et j'aimerais entendre votre avis d'ailleurs à ce sujet, sur ce traitement, eh bien peut-être qu'alors il va falloir attendre un peu avant de mettre en place des prothèses totales de hanches. Pas trop longtemps, parce que si on attend trop longtemps, ces personnes ne pourront plus marcher et ne bénéficieront plus de la revalidation et de plein d'autres choses, ou auront trop de douleurs de dos.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type de traitement. Et peut-être que Shoki, vous pourrez nous en parler d'ailleurs. Vous parlez d'une stimulation de la moelle épinière? Non, 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 non. Non, des nerfs périphériques. Donc ce sont des radiofréquences qui permettent de faire disparaître la douleur pour un mois, peut-être plus longtemps. Mais c'est une approche cas par cas. Les résultats dépendent. Ce n'est pas applicable à tous les patients. Épaule, mais pas trop sur la hanche pour l'instant. We don't know exactly. And, oui, on ne sait pas vraiment. Peut-être qu'il faut choisir le bon moment, le moment opportun pour cette opération. Ce n'est pas tout à fait clair. J'aimerais proposer quelques commentaires à ceci. Alors, il faut réfléchir à où se trouve le point de non-retour pour le patient polio. Ce n'est pas une question du mouvement ou de la capacité de déplacement lorsque vous avez une dysplasie ou des ankyloses. C'est des choses qu'on trouve dans les patients, mais pas chez les patients atteints de polio. Si vous avez une nouvelle méthode pour la douleur, c'est super. Peut-être qu'on peut prolonger la période de temps sans intervention chirurgicale, mais trouver le point de non-retour, c'est très important. Il ne faut pas attendre. C'est en tout cas l'expérience. Ça doit dépendre de l'expérience du médecin. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas vraiment bénéficier d'une prothèse totale de hanche ou de genou. Et là, alors, c'est une belle alternative, puisqu'au début, on ne fait qu'un bloc sensitif avec de la lidocaïne, et cela permet de retirer la douleur, en tout cas éliminer la douleur, et après, on peut faire ces radiofréquences sur les nerfs périphériques, et après, les personnes rentrent chez elles et n'ont plus de douleur pendant plusieurs mois. Donc, je pense qu'il faut y réfléchir, c'est une belle solution. Oui, c'est quelque chose qu'on fait avec les implants de la moelle épinière, mais je ne connaissais pas cette technique. Oui, je ne connaissais pas. Oui, c'est possible également pour d'autres articulations. Et les blocs nerveux également peuvent être en gain de temps et casser le cycle de la douleur chronique. Et ce qui permet la préparation à la chirurgie, parce que souvent, en général, il faut attendre plusieurs mois. Qu'est-ce que tu en penses? On est dans un débat... le patron a dit stop.